c'est un peu, voilà, on s'est attaqué d'abord au temps de travail, et donc vous l'avez compris, au niveau de rémunération, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et avec la loi Macron, on a donc généralisé cette déréglementation du principe de faveur que j'expliquais tout à l'heure. Alors, de différentes manières. Vous avez là où, je rappelle, code du travail, accord interprofessionnel, accord de branche, accord d'entreprise, contrat de travail individuel. C'était simple. À chaque fois, il fallait prévoir plus favorable. Là, on a complètement déconstruit la chose, c'est-à-dire que vous pouvez avoir maintenant des accords de branche qui sont eux-mêmes moins protecteurs que la loi, puisque la loi Macron, par exemple, permet aux accords de branche maintenant de définir eux-mêmes le nombre de renouvellements de CDD possibles, les délais de carence entre deux CDD, les motifs pour lesquels vous pouvez recourir à des contrats de travail temporaires qui avant étaient uniquement définis par la loi. Par exemple, je prends un exemple très vite, jusqu'ici la loi prévoyait 2 renouvellements maximum de votre CDD, avec une limite qui en gros est à 18 mois. Bon, bah maintenant par accord de branche on va pouvoir faire, je sais pas moi, 15 renouvellements possibles, avec limite, on peut aller jusqu'à la limite européenne qui est la limite, droit européen qui est de 5 ans. Voilà, 5 ans de CDD avec 18 renouvellements possibles, ça c'est possible. Et à l'intérieur de ça, vous pouvez avoir des accords d'entreprise qui disent non, nous on va faire mieux que la branche, on va faire 10 renouvellements, et on va pas faire 5 ans, mais on va faire 4 ans et demi. Voilà. Donc c'est ça concrètement, c'est ça que ça va entraîner. Donc là vous avez l'accord de branche qui prime sur la loi. Autre aspect sur les périodes d'essai. L'accord de branche va pouvoir être maintenant, là où avant les périodes d'essai étaient définies par la loi, en gros 2 mois pour les ouvriers, 3 mois pour les maîtrises, 4 mois pour les cadres, avec des fois, suivant les branches, des possibilités de renouvellement de ces périodes d'essai. Bon, ben maintenant, c'est la branche uniquement qui va pouvoir fixer les périodes d'essai. Donc si pour un ouvrier, je sais pas moi, la branche de la métallurgie dit maintenant les périodes d'essai c'est 6 mois, bon, ben, c'est 6 mois. Alors, deuxième possibilité de déconstruction, celui-là vous l'avez entendu parler, c'est l'accord d'entreprise qui maintenant prime sur la majeure partie des thèmes sur l'accord de branche. Alors, l'accord de branche conserve, dit le texte quand même, les salaires minimums et les qualifications. Vous savez que dans les conventions collectives de branche, vous savez ce que c'est une convention collective de branche? En gros, c'est chaque organisation syndicale de salariés et d'employeurs d'un secteur d'activité, donc je sais pas moi, la métallurgie, les cafés-restaurants, les banques, les assurances, l'automobile, je ne sais pas quoi, moi, le transport aérien au sol, voilà. Ça, c'est des branches, c'est des secteurs professionnels et dont les organisations syndicales d'employeurs et de salariés se rencontrent, négocient des choses et trouvent des accords. Et dans la plupart des conventions collectives, le premier élément le plus important, c'est on définit les postes de travail avec les qualifications nécessaires pour organiser les progressions de carrière des salariés. Et on définit aussi les salaires minimums. C'est-à-dire à tel poste, le salaire minimum c'est tant, à tel poste c'est tant. Avec à chaque fois quand même l'obligation de respecter le SMIC, qui est défini par la loi, le niveau du SMIC. Donc la branche garde ça quand même. Mais dit le texte, sauf garantie équivalente prévue par accord d'entreprise. Donc on se disait, là où on se disait, mais non, ils vont quand même, par accord d'entreprise, on ne va pas pouvoir quand même toucher au niveau des salaires. Bah si, en fait, on va pouvoir toucher. Et puis quand on dit que la branche garde les salaires conventionnels, les minima, ce qu'on appelle les minima conventionnels, par exemple, je sais pas moi, un cuisinier dans l'hôtel café restaurant, bah, son taux horaire minimum c'est 12 €. Bon, ça c'est un minima conventionnel. Mais on ne parle que du salaire de base, on ne parle pas des primes. Donc ça veut dire que là où avant les accords de branche qui définissaient, par exemple, je sais pas moi, ici ils définissaient une prime d'ancienneté, là ils définissaient, dans la branche on définissait un 13e mois. Vous avez beaucoup de 13e mois dans les branches professionnelles, énormément de branches qui prévoient des 13e mois. Là vous aviez, je sais pas moi, une prime de vacances qui est versée, je sais pas moi, tous les mois de juillet. Vous avez aussi des contreparties liées au travail de nuit qui étaient prévues dans les branches. Par exemple, la convention collective transport aérien personnel au sol, vous avez une prime de panier de 7 € si vous faites 3h45 entre 18h et 6h. C'est fait pour compenser le fait que les salariés doivent travailler 7 sur 7, enfin, sont mobilisables 7 sur 7 et jour et nuit. Voilà. Et vous avez des gratifications comme ça s'appelle les primes et accessoires de salaire. Bon, mais tout ça, ça peut être remis en cause par simple accord d'entreprise. Là où avant, la branche bloquait. Pourquoi c'est important? C'est parce que jusqu'ici, les normes collectives, donc type accord de branche, accord interprofessionnel, loi, etc., c'était important parce que ça avait une double fonction. Ça avait d'abord, la première fonction,
hein, qui est moins connu, c'était pour éviter que les entreprises se fassent concurrence entre elles sur ces choses-là. En gros, il y avait un consensus pour dire on peut se faire concurrence sur plein de choses, mais sur les niveaux de salaire quand même, on va peut-être pas toucher. Deuxième raison aussi, moins voir, ça a été fait aussi pour que les entreprises ne se fassent pas concurrence dessus, pour maintenir la main-d'œuvre au travail. Hein. Je rappelle que historiquement, dans l'histoire sociale, dans l'histoire du travail, le patronat a mis plusieurs siècles pour maintenir un salarié à son poste de travail. Hein. Avant, tout le monde était indépendant, cultivait son jardin, donc s'il n'avait pas envie de venir au boulot le matin, il n'avait pas de matin. Hein. Donc ça c'est quelque chose qui a mis des siècles à arriver. Donc on maintenait la main-d'œuvre au travail, ça veut dire que, évidemment, le salarié, une fois qu'il était employé, il ne pouvait pas aller bosser à l'entreprise du coin qui faisait le même boulot parce qu'il savait que de toute façon il allait avoir le même salaire. Donc c'était pour ça aussi qu'on a fait des accords de branche. C'est la raison aussi pour laquelle vous avez plein de TPE, PME, plein de dirigeants de TPE, PME qui sont contre cette loi de travail. Parce qu'ils savent très bien que ça va être le dumping social assuré au sein d'une même branche, au sein de métiers qui sont identiques. Hein. Donc les primes, pas touchées. Et enfin, bien sûr, dernier élément, les accords collectifs et les lois collectives, ça a été fait suite souvent à des périodes d'avancée sociale, des périodes de lutte sociale qui ont permis d'étendre je sais pas moi, les bénéfices ou les accords avantageux que pouvaient, pendant très longtemps en France, dans l'histoire sociale, les accords chez Renault étaient très favorables suite aux luttes des ouvriers de chez Renault. Bon, on l'étendait à l'ensemble de la branche automobile, puis après, ça essaimait au niveau aussi interprofessionnel. Donc ça a une logique d'égalisation des conditions de rémunération, de temps de travail de l'ensemble des salariés. Donc c'est ça qui est remis en cause. Hein. On va pouvoir se faire concurrence sur le droit du travail. Et autre élément, la plus grosse, on va dire, la plus grosse bombe, entre guillemets, qui va certainement liquider à vitesse grand V les droits des salariés, c'est les accords dits de maintien dans l'emploi qui fusionnent. C'est-à-dire que maintenant, dès que vous avez un accord d'entreprise, il peut être plus favorable que le contrat de travail, plus défavorable que votre contrat de travail. Hein, jusqu'ici, je rappelle la hiérarchie des normes, le contrat de travail, vous signez votre contrat de travail, on ne peut pas vous le modifier, enfin, on ne peut pas modifier un de ces éléments essentiels, c'est-à-dire on ne peut pas vous modifier votre niveau de salaire, votre niveau de durée du travail, ou votre lieu de travail, etc., sans avoir votre consentement. Et le fait de refuser, je ne sais pas, ce qui serait une baisse de salaire, ça ne constitue pas une faute. Hein, parce qu'on ne peut pas vous l'imposer, c'est votre contrat, c'est le dernier rempart avant l'arbitraire. Bon ben ça saute, puisque par accord d'entreprise, on peut aménager votre rémunération, revenir sur votre durée du travail, et ça s'impose à toute clause contraire de votre contrat de travail. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes licencié. Et licencié, le simple fait de ne pas être d'accord vaut motif de licenciement. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'aller prouver une faute ou quoi que ce soit. Enfin, vous êtes licencié. Donc ça, c'est clair que... alors ça existait déjà avant, mais il n'y a même plus de limite. Hein. Quand on dit aménager votre rémunération, on peut faire par accord d'entreprise, on peut vous baisser votre taux horaire pendant 5 ans. On peut vous augmenter votre durée du travail je sais pas, de 10 heures par jour à 11 heures par jour pendant 5 ans, par exemple. Enfin, on peut revenir sur le délai de prévenance de vos horaires, voilà, ça c'est important justement aussi pour les femmes, puisque ce sont elles qui sont par exemple les plus concernées par le temps partiel, par exemple. Ça, c'est par accord d'entreprise, on peut revenir sur le délai légal de 7 jours par accord d'entreprise, et ça s'impose à votre contrat, et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes licencié. Enfin, si vous ne pouvez pas parce que, je sais pas, parce que vous avez des impératifs familiaux ou autres, tant pis quand vous êtes licencié. La loi travail va aussi augmenter la précarité, puisque vous avez vu que les CDD les CDD, j'en ai parlé au début, vont pouvoir être mis dans les accords de branche, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Les accords de branche vont pouvoir aussi mettre en place des CDI dits d'opération, des CDI de chantier. Hein. Ce n'est pas des CDI, c'est des contrats temporaires qui sont liés à la mission qu'on va vous assigner. Hein. Et alors là, il n'y a aucun garde-fou, c'est-à-dire qu'on tout et n'importe quoi peut constituer une opération ou une mission ou un chantier. Je sais pas moi, demain, telle entreprise du bâtiment va faire la réfection de cet amphithéâtre-là. Le chantier va prendre un mois, à la fin du chantier, au revoir. Hein. On peut aussi dire, telle entreprise mène tel projet informatique, à la fin du projet, au revoir. Donc tout ça, c'est des contrats qui restent temporaires quand même. Et face à cela, la loi Macron va beaucoup plus loin aussi parce qu'elle remet en cause très sévèrement à la fois
les moyens collectifs qu'ont les salariés pour pouvoir faire valoir leurs intérêts, hein, et aussi les moyens individuels. D'abord les moyens collectifs. Hein, vous avez vu qu'il y a ce qu'on appelle une fusion des institutions représentatives du personnel. Hein. Donc disparition du CE, comité d'entreprise quand même, terme 45, hein. Disparition du CHSCT surtout, disparition des délégués du personnel. On réunit ça dans une seule instance, qui s'appelle le Conseil social et économique d'entreprise. Alors c'est une revendication du MEDEF depuis 40 ans, ça. Hein, depuis 40 ans. Ça va avoir quoi pour effet? Une baisse du nombre d'élus du personnel, forcément, une baisse du nombre de leurs moyens, enfin des moyens qui leur sont attribués, notamment les ordres de délégation, hein, clairement. Ça va transformer aussi les élus du personnel en, comment dire, en facilitateurs de la cogestion des entreprises, quoi. Hein. C'est-à-dire que ça change la nature aussi des représentants du personnel. Les représentants du personnel ne sont plus là forcément pour faire valoir des intérêts spécifiques des salariés dans une position revendicative et faire valoir leurs intérêts. Ils sont vus comme étant des co-gestionnaires au service de la compétitivité, parce qu'en fait, l'entreprise d'à côté, elle a trouvé un accord où ils ont mis les heures supplémentaires à 10%. Donc nous, on perd des marchés, donc vite, nous aussi, il faut qu'on passe de 25% à 10%. Hein, c'est comme ça que va se faire le dumping social. Hein. Voilà. Et donc, bien sûr, l'employeur va convoquer ses représentants du personnel en disant, avec le chantage à l'emploi, bah, moi je ferme aussi, parce que si vous voulez qu'on reste compétitif, il faut passer à 10 comme le voisin. Et c'est comme ça que les droits collectifs, les uns après les autres, vont être remis en cause. Bon, il y a aussi, bien sûr, on en parlera peut-être dans les questions, mais des facilités énormes qu'ont les employeurs pour pouvoir faire avaliser ce qu'on appelle des accords d'entreprise, mais qui n'en sont pas en fait. Hein, vous avez la possibilité unilatérale pour un employeur de proposer un texte dans les entreprises de moins de 20 et qui doit être approuvé par la majorité des 2/3 des salariés. Enfin, quand vous êtes dans une situation de chantage à l'emploi, vous n'avez pas le choix. Hein. Même pour un délégué syndical, etc., c'est compliqué d'aller au charbon face au patron. Le niveau de l'entreprise, c'est le niveau où le rapport de force est le plus défavorable au salarié, bien sûr. Pourquoi? Ben, c'est simple, parce qu'en fait, on est sur le terrain de l'employeur, on est chez lui, on est là où il est propriétaire, on est où c'est le lieu où c'est lui qui dirige, c'est lui qui organise le travail, c'est lui qui est propriétaire de l'entreprise, je le rappelle. Et enfin, dernier élément, on casse aussi les moyens individuels qu'ont les salariés de pouvoir se défendre, parce que vous avez tous vu une des mesures phares qui est de plafonner les indemnités obtenues au prud'homme. On va s'attendre à peut-être une diminution de moitié des niveaux de réparation qu'obtiennent les salariés en cas de licenciement abusif. Là, quand on parle de plafonnement des indemnités prud'homales, on ne parle que dans le cas d'employeurs condamnés, hein, reconnus coupables par la justice. Hein. Attention, hein. On parle des fraudeurs, hein. On ne parle pas du petit patron qui ne sait pas, tout machin, mais qui serait finalement reconnu innocent, etc. Non, on parle de ceux qui sont condamnés après une procédure judiciaire. Donc on leur limite, le niveau des préjudices qu'ils auront à réparer. Hein. Le droit du travail est la seule branche du droit où celui qui cause un préjudice à autrui est libre de ne pas le réparer intégralement. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le barème, mais on pourra en discuter. Le barème va conduire à une diminution de moitié des indemnités prud'homales obtenues, c'est clair. Et il augmente éventuellement avec la seule ancienneté. Alors, plus vous êtes ancien, plus vous pouvez toucher d'indemnités. Mais si vous perdez votre boulot par un licenciement abusif, hein, je répète, licenciement abusif, reconnu abusif, et que vous êtes seul avec 3 enfants à charge, enfin le niveau du préjudice est énorme. Surtout dans des bassins d'emploi, pas de boulot. Enfin, non, si vous avez que 2 ans d'ancienneté, là où avant vous aviez au minimum 6 mois de salaire, si vos entreprises étaient à plus de 11, maintenant vous avez maximum 3 mois. Donc ça donne de la visibilité aux fraudeurs en fait. Ça leur permet de provisionner, de budgétiser les indemnités qu'ils vont dire. Donc ça leur permet de calculer par avance le niveau de leur fraude. Hein. Donc c'est ça vraiment le souci. Autre élément aussi, on va pouvoir, là où avant, juridiquement, la lettre de notification de licenciement avec le motif qui doit y figurer, parce que lorsque vous êtes licencié, l'employeur doit vous expliquer par écrit pourquoi. Ça s'appelle la lettre de notification de licenciement. Cette lettre fixait le litige quand vous arriviez au prud'homme. Là, avec la loi Macron, vous pouvez remettre des motifs en plus jusqu'à l'audience. C'est-à-dire qu'une fois que le salarié est parti, ne fait plus partie de l'entreprise, l'employeur peut en rajouter dans les motifs qu'il avait mis au départ. Ah, c'est bien.
du travail qu'on voit ça. Enfin, c'est libre à lui de fabriquer toutes les preuves hein, de faute, en faisant signer des attestations des collègues comme quoi monsieur machin ou madame machin était très méchante, etc. etc. Hein, c'est très facile, ça se passe tous les jours, ça.